La poésie est un couloir entre deux lumières qui ne se connaissent pas. La poésie est un couloir entre deux lumières qui ne se connaissent pas. La poésie est un couloir entre deux lumières qui ne se connaissent pas. La poésie est un couloir entre deux lumières qui ne se connaissent pas. La poésie. La poésie et la révolution ont en commun d'être une phrase, avec des verbes, des compléments, des adjectifs, des prépositions et tout l'arsenal de la grammaire et des conjugaisons et des armes que nous volons aux encyclopédies. C'est pour cela que les révolutionnaires aiment lire. La révolution, comme la poésie, place des ponctuations au fond des phrases, des majuscules aux mots, ou parfois, souvent, rien du tout. Mais lorsque je suis devenu poète réellement, c'était un jour où les voisines, où ma famille, les femmes, étendaient le linge. Et elles étendaient le linge, ma mère, d'une drôle de façon. Quand il pleuvait, elle mettait le linge par terre, par exemple, sur l'herbe. Et les voisins disaient, mais pourquoi ces femmes-là mettent le linge par terre? On ne comprend pas. Pourquoi lorsqu'il pleut, elles ne le mettent pas sur les étendoirs? Et je me suis rendu compte qu'elles n'étendaient pas le linge. Elles écrivaient. Elles écrivaient aux révolutionnaires qui passaient de l'autre côté de la montagne, en Espagne, et pour aller se battre contre le fascisme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période fasciste. Donc tout ça est très important. Et en fait, elles écrivaient avec les pantalons, avec les chemises. Et je me suis mis à lire ce peuple-là qui m'a appris à lire et à écrire, à travers les chemises, les pantalons, les robes qui pendaient sur les étendoirs. J'ai vu que c'était une écriture. Ce qu'on appelle généralement la culture est aujourd'hui occupée à 90% dans 90% de ces manifestations, de ce que nous considérons comme le lieu de nos pratiques culturelles, par le divertissement, c'est-à-dire l'exact contraire. C'est-à-dire l'exact contraire, car, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous sommes, nous, convaincus que l'art doit modifier les consciences, que l'art doit, et modifiant les consciences, transformer la société et faire advenir ce qui serait non plus peupler la poésie, mais un peuple poétisé. Faire advenir un peuple qui tiendrait les enjeux de la poésie et l'utopie poétique. Un peuple, une communauté qui serait aimantée par ça. Mais alors, ça c'est l'enjeu de l'art. Mais l'art est un enjeu intransigeant, incommode, désagréable, intranquille, on l'a dit, intranquille. Et évidemment que ça ne peut pas plaire dans une société dont forcément tout gouvernant, quel qu'il soit, de gauche comme de droite, il faut le dire, a pour, implicitement en tout cas, et souvent explicitement, a pour intention de maîtriser, de gouverner, d'organiser, de tenir sous la maîtrise. Donc évidemment, l'art est un bousculement, l'art est toujours libertaire, toujours. Que ce soit Van Gogh ou les chants de la Tassaout dans le Haut Atlas marocain, les Inuits ou Mayakovsky, l'art est toujours libertaire. Ce n'est pas là, ce n'est pas la peine. Cette affaire de culture populaire ou pas populaire est une vaste mascarade en vérité, parce que la question c'est quand même de savoir à quel moment ce qui naît à l'intérieur d'une collectivité, c'est-à-dire de ce qu'on appelle le peuple, en opposition à une petite minorité de gens qui les dominent, à quel moment ceux qui les dominent vont s'en emparer, le transformer, le faire passer dans un alambic et produire cette fameuse culture d'élite qu'ils vont ensuite redistribuer très généreusement vers le peuple qui en est le producteur. Qui en est le producteur. Ça peut, je veux dire, vous ne pouvez pas imaginer que l'art soit autre chose que le produit d'une collectivité humaine, même si le poète est solitaire. À travers l'acuité du poète, à travers la langue, à travers son regard sur le monde, nous habitons la poésie. Et à travers elle, nous habitons réellement le monde.
Et qu'il faut ce passage-là pour commencer à avoir la volonté d'y agir. On pourrait dire que la poésie naît de la vie et retourne à la vie. Il y a ce retour, ce mouvement récursif qui va nous permettre d'agir. On n'arrive pas en retard pour un poème. Le poème, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui se fait entre la langue et la vie. C'est la langue qui va transformer la vie et la vie qui va transformer la langue. C'est cet aller-retour permanent. C'est un sacrifice de la langue. La poésie remue. Tout contenu poétique est de la dynamite en soi possible. On peut lire un poème sur la mort et ça va faire pleurer un gosse de 8 ans. Et alors on nous dit, mais alors quoi? Eh bien oui. Vous voyez, la poésie ne prend pas de précautions, jamais. Et si elle parle de la guerre, elle n'en parle pas comme un bulletin d'information. Elle fait voir la chair ouverte. C'est le lieu du langage où il y a le maximum de corps. Le lieu du langage où il y a le maximum de corps. C'est ça, l'oralité. C'est une... psychanalytiquement, c'est une contre-hystérie, parce que l'hystérie, c'est le contraire. C'est le maximum de langue dans le corps. Et donc, c'est un va-et-vient incessant entre le corps et le langage. I have been a laughing tree beside a stove of honeyed bananas. I have been a silver fox and the elegance of heels. I have been what has brought you down and the words you look up. I have been the spit upon and the ganged, the slain and the invincible, the bitch of moons, the whiplash of compassion behind the drug of sluts, the red thread that liberates all convicts, the thimble that balances your jiggers, the kalimba that wraps your nightmares in lullabies, the power of birth when a child dies. La poésie est au cœur de tous les arts. Voilà ce que je crois pour ma part, c'est ma conviction. Elle est au cœur de tous les arts, ce qui cristallise l'enjeu radicalement de tous les arts. Elle n'est pas au-dessus de tous les autres arts. Moi, je travaille dans le théâtre, j'écris des chansons, je travaille avec des musiciens, parfois elle n'est pas au-dessus, elle est avec tous les arts. Mais au cœur de tous les arts, elle cristallise de façon intransigeante, irrécupérable, ce que veut l'art. C'est-à-dire un bousculement et un éveil de la conscience. C'est-à-dire une remise en cause des représentations du monde. Et ça, le moindre poème, un haïku de 3 vers, un aphorisme, n'est-ce pas, de Charles ou d'Héraclite, peu importe, n'est-ce pas, comme une élégie intempestive, une épopée qui manque d'épée, comme tu disais, on n'a plus les épées de l'épopée, peu importe, n'est-ce pas, tout poème, dans l'instant de son apparition, construit immédiatement un autre espace. Un espace libre, ouvert, incertain. Ouvert parce que incertain et imprévu. La poésie libère l'imprévu. Et pour cette chose essentielle, première, encore une fois radicale, c'est-à-dire qui touche à la racine des choses, et ça, je veux finir là-dessus parce qu'après je vais dépasser mon temps, pour une raison essentielle, c'est que la poésie trouve son lieu de pratique, d'invention, de creusement et de partage, les deux en même temps, dans la langue. Le bien commun. J'y reviens au commun. Le bien commun, absolument commun. Et donc, c'est aussi dans le langage que se font toutes les oppressions. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est par la manipulation du langage qu'on opprime, qu'on détourne notre regard du réel. Oui, puisque le langage ment. On l'utilise comme un mensonge officiel. La télévision vous raconte des choses qui sont des mensonges, mais ça nous fait croire que c'est la vérité. Mais là, j'ai pas le temps d'entrer dans le détail, parce que ça se donne pour réel. Mais c'est des mensonges, puisque ce ne sont que des réductions du réel, des résumés du réel. Bon, bref. Donc, la poésie, justement, elle travaille depuis toujours à la libération du langage commun. Voilà pourquoi elle fait éclater tous les codes du langage commun.
Et elle les fait éclater d'abord par le rythme, évidemment. Elle les fait éclater de mille façons, avec ce recours insolite à l'image, par exemple la métaphore. La métaphore est révolutionnaire, de mon point de vue, parce qu'elle fait ce que demandait Aragon. Elle exige la révolte de l'oreille. C'est-à-dire, tout d'un coup, on n'entend pas la chose comme on devrait l'entendre, n'est-ce pas? On entend une chose impossible. Mais c'est cet impossible que la langue manifeste dans le poème, manifesté dans la langue du poème, pardon, c'est impossible qui nous rend confiance, et même conscience, tout simplement, d'un impossible possible. Vous voyez ce que je veux dire? D'une ouverture possible. Alors là, oui, fondamentalement, si on croit à ça, on sait que c'est pas seulement d'un point de vue lyrique qu'on dit « lisons des poèmes, ça va faire agir les cœurs et les pensées ». Non. C'est que très profondément, en manifestant la langue du poème dans la cité aujourd'hui, plus que jamais, où la langue est antipoétique, où elle arrache le réel, manifester simplement l'incongruité du poème, que ce soit Prigent, Paye, je sais pas moi, Maupois ou peu importe, n'est-ce pas, que ce soit Hugo, Villon, Machado ou Ritsos, même traduit, le poème, il dissonne. Et cette dissonance est notre sauvegarde, c'est notre point d'appui, pour réaffirmer toujours que non, nous ne nous soumettons pas. Ah, voilà.